nous avons parlé de la nécessité d'une mutation radicale de la structure psychologique humaine. Parce que, comme nous le savons, il y a des changements énormes, économiques, etc. Et pourtant, il est évident que l'esprit de l'homme, après tant de siècles, a peu changé. Nous continuons d'être ce que nous avons toujours été, violents, ambitieux, passionnés, séquenaux du pouvoir, de prestige, etc. Nous sommes en mesure de modifier vers l'extérieur pour nous adapter aux conditions environnementales. Et peut-être, sous la pression économique, etc., soyons en mesure de promouvoir de légères modifications pour nous-mêmes, de devenir moins passionnés, plus libres, moins effrayants, moins anxieux et moins opprimés par le sentiment de culpabilité. Peut-être pouvons-nous également nous libérer de certaines des tensions auxquelles nous sommes soumis. Mais il est bon de voir que les changements superficiels disent peu. Nous avons intérieurement besoin d'une énorme révolution. Et pour avoir la possibilité de réaliser cette grande révolution psychologique, nous devons surmonter le limite de notre propre esprit. Et cet après-midi, nous enquêterons si cela est vraiment possible. Nous vivons médiocrement pour effectuer à plusieurs reprises les mêmes choses, pour nous occuper du sexe et de la famille, et de poser des questions superficielles quand quelque chose vient nous déranger. Et les réponses à nos questions sont traduites en fonction du conditionnement étroit de notre esprit. Nous ne posons jamais de questions fondamentales, et ne faisons jamais face aux défis que la vie présente à chaque fois à chacun de nous. Et quand nous leur affronterons, c'est avec nos connaissances limitées et notre expérience limitée. Cependant, nous devons faire face à tous ces défis d'une manière très différente. Par exemple, le défi de la pauvreté. Que signifie la transformation radicale? La mutation complète de l'esprit humain? Que signifie être libre? Que signifie être avide? Qu'est-ce que la mutation et qu'est-ce que la mort? Voici les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour et que nous répondons, distraits ou indifféremment, ou le nous avons laissé sans réponse. Vous aviez dans ce pays ce grand défi qui était la guerre à nos frontières et y avez répondu comme les autres pays du monde. Depuis 1945, nous avions 40 guerres, et nous continuons avec le même état d'esprit. Ainsi, l'homme qui vit pendant tant de millénaires n'a pas encore pu résoudre ses problèmes. L'immense problème de la pauvreté, de la guerre, de la violence. Que signifie être libre? S'il y a Dieu, s'il n'y a pas de Dieu, que signifie la religion? Ces choses exigent constamment l'attention pour nous. Et il semble que nous n'ayons ni temps ni inclination pour qu'ils répondent sérieusement. Nous disons vaguement que nous devons changer, que l'esprit humain doit subir une transformation inhabituelle pour pouvoir faire face à ces défis. Le changement est donc simplement verbal. Ou, lorsque nous répondons à ces défis, nous faisons théoriquement, ou selon la tradition dans laquelle nous avons été créés. Tradition du passé, l'immense passé ou une nouvelle tradition de quelques années. Nous répondons en fonction de la norme où nous avons été créés, ou en consonant avec un certain mouvement, communiste, socialiste, et etc. Nous nous appelons ici. Mais ces réponses ne suffisent pas, parce que nous sommes ce que nous sommes. Violents, envieux, passionnés, effrayants et parfois affligés du sentiment de culpabilité. Et, si nécessaire, nous sommes confrontés à la question de la mort. Puis, nous demandons superficiellement s'il y a Dieu, ou simplement si nous croyons en Dieu. Compte tenu de tout cela, pas théoriquement, parce que nous sommes intéressés par des faits et non des théories, des croyances ou des opinions. Compte tenu de tout cela, nous sommes nécessairement en question comment l'esprit humain peut passer par cette transformation inadéfiante. Cette transformation est urgente et n'admet pas le temps. Nous devons donc étudier ce que cette question implique, c'est-à-dire que si nous percevons, vous et moi, le besoin urgent de transformation pour faire une mutation en nous, et à la question de la façon dont l'esprit humain, le vôtre et le mien, peuvent se transformer. Premièrement, quoi comprenez-vous par changement? Pour nous, en général, cela signifie une continuité modifiée. Ce qu'il était est modifié dans le présent et a changé un peu à l'avenir. Et, pour ce changement, rivaliser dans diverses influences, pression sociale, tensions économiques, etc.
Il y a tellement de pression et de tension qui nous obligent à nous modifier ou à nous ajuster en fonction. Ce n'est en aucun cas une mutation. Autrement dit, par propagande et les influences environnementales, les conditions économiques, vous pouvez être obligé de changer un peu. Dans un tel changement, il y a une raison. Peur, désir d'une vie meilleure, désir de plus de réconfortant. Toutes ces incitations, aussi nécessaires qu'il nous semble, ne produisent pas de transformation radicale. Il doit être compris clairement. Qu'est-ce qui nous empêche de changer? Qu'est-ce qui nous fait faire une certaine chose volontairement? Si la cause est la peur, il n'y a aucun changement du tout. S'il s'agit de contraintes, il n'y a pas non plus de changement. Par conséquent, nous devons étudier comment produire la mutation de l'esprit humain, sans raison, pas de conception, aucun idéal comme incitation à faire le changement, car tout cela admet le temps. Il nous rencontre, car enquêtant sur la question du temps que je ne sais pas si nous parlons, un très sérieux sujet compte pour tous, et si tout le monde a l'intention profonde de comprendre ces problèmes. Car notre vie est très insignifiante, très superficielle, vide. Une série de répétitions. Il y a beaucoup de détresse, non seulement l'affliction individuelle, mais aussi l'affliction du monde. Douleur, souffrance, et nous faisons référence à la souffrance psychologique, pas seulement à une simple souffrance physique. Ainsi, afin de comprendre la mutation qui est due à fonctionner dans l'esprit humain, nous devons comprendre la question, la structure et le sens du temps, et son importance par rapport à la transformation de l'action. Nous connaissons le temps comme durée, c'est hier les expériences, la mémoire, la connaissance d'hier, pour agir aujourd'hui pour se former demain. C'est une durée, une période du temps, et il y a du temps comme will. Je suis ça et je dois être ça. Et pour devenir cela, j'ai besoin de temps. C'est progressivement, demain, après-demain, je ferai, je deviendrai ce que je veux être. Et nous avons encore le temps comme un effort. C'est-à-dire que pour être changé selon un idéal, une utopie, un modèle, nous faisons un effort qui nécessite du temps. Et le temps comme pensée. Ce sont les choses que nous examinerons. Premièrement, notre esprit, le mécanisme de pensée. La pensée est évidente, elle en résulte du temps. Le cerveau, toute la structure du cerveau est le résultat du temps de nombreuses années. Il a fallu tout ce temps pour devenir ce que nous sommes. Et penser, le processus de pensée intégrale est basé sur le temps de connaître, l'expérience, l'accumulation de connaissances qui forment la mémoire. Ainsi, lorsqu'un défi se présente, lorsqu'il nous pose une question, nous répondons conformément à nos connaissances et aux connaissances, c'est-à-dire avec la mémoire. Ce processus implique du temps. Veuillez comprendre. Par ce mot, je ne comprends pas de comprendre intellectuellement. Nous pouvons entendre les choses intellectuellement, d'accord ou en désaccord, ou ajouter quelque chose. Mais cette compréhension n'est pas la compréhension totale. Lorsque vous comprenez quelque chose avec cette compréhension totale, l'action est simultanée. Il n'y a pas d'abord de compréhension, puis d'agir. Quand il comprend cette compréhension même, c'est l'action. Ainsi, nous n'enquêtons pas intellectuellement ou verbalement sur la question du temps. Nous recherchons s'il est possible à une entité humaine, en tant que telle, à vivre dans ce monde, à fonctionner dans ce monde, s'il est possible de comprendre et d'agir pleinement. Pas à travers le passé, pas en tant qu'artiste, scientifique, économiste, communiste, religieux, etc. Tout cela est fragmenté. Nous sommes, car enquêtant afin de découvrir par nous-mêmes, non pas théoriquement, mais réel et objectivement, comment un esprit peut être aussi fortement conditionné que communiste, socialiste, catholique, hindou ou mositan, se transformant et libéré complètement du conditionnement. Parce qu'à ce moment-là, dans cette liberté, est-il possible de savoir quelle est la vérité? Ce n'est que dans cette liberté qu'il peut y avoir de la paix et de l'ordre, et non par des troubles ou de la violence, par la fragmentation de l'esprit humain dans les communistes, socialistes, catholiques et hindous. Pas par le nationalisme, c'est notre monde, et nous y devons vivre en tant qu'êtres humains. Et pas comme les Américains, les Russes, les Hindous ou les musulmans.
Et pour vivre en paix, nous avons besoin de l'ordre. Mais cela n'est possible que lorsqu'il y a la liberté. Et cette liberté que nous n'atteignons qu'en comprenant toute la structure psychologique de l'esprit humain. Révèle ainsi à entendre ce qu'il dit, sans être d'accord, ni rejeté, écoutant simplement. L'une des plus grandes difficultés existantes dans cet acte d'écoute est notre incapacité à prêter attention à quelque chose pendant une certaine période. Ils sont venus ici après avoir passé une longue journée dans un bureau détestable, remplissant une routine sans intérêt et fatigué, essayant de comprendre ce qu'ils disent. Pour le comprendre, il a besoin d'un nouvel esprit, d'un actif, clair, sain et sans engagement, et qui n'est suivi par aucun modèle d'action. Car, dans ce dernier cas, l'individu est incapable d'examiner, de regarder, d'observer en raison de ses préjugés. Nous enquêtons donc par nous-mêmes la nature du temps, car nous sommes conditionnés à penser que tout dépend du temps, que nous devons traverser certaines phases, passer par le nationalisme avant d'atteindre l'internationalisme, et plus tard, autre chose. C'est-à-dire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Cela nécessite du temps. Et si nous examinons toute la structure du temps, nous verrons que le temps génère un trouble, et pas l'ordre. Par conséquent, pour promouvoir l'ordre en nous-mêmes et en société, une action immédiate est nécessaire. Et pas le temps dépend du temps comme durée. Comme nous l'avons dit, la pensée est le temps. L'ensemble du mécanisme de pensée résulte du temps. La réflexion est la réaction de la mémoire. La mémoire est l'expérience, la tradition, la routine établie, les conditions dans lesquelles nous avons été créés. Avec ce contexte, nous réagissons à chaque défi. Par conséquent, les réactions sont toujours conditionnées et limitées. Nous devons libérer notre esprit de ces réactions limitées, car les défis sont immenses. Pour eux, nous devons réagir totalement et pas partiellement, car ce n'est que lorsque nous réagissons partiellement, insuffisamment, qu'il y a des conflits, des douleurs et des souffrances. Ce n'est que lorsque l'esprit est capable de réagir à un défi totalement, c'est-à-dire correctement, il peut se libérer de la souffrance et des conflits. Notre pensée n'est jamais libre. Il est toujours conditionné par le passé, notre expérience et nos connaissances. Et peu importe si nous pensons verbalement ou non verbalement. La réflexion est une durée dans le temps. Autrement dit, chaque réponse que nous donnons à un défi, si elle nous est familière, elle est immédiate. Vous demandez quelque chose que vous savez très bien, et votre réponse est immédiate. Comment vous appelez-vous? Où habites-tu? Vous répondez rapidement, car c'est quelque chose que vous connaissez bien. Mais si vous vous posez une question beaucoup plus complexe, la réponse prendra du temps, et il y a un retard. Au cours de cet intervalle, la réflexion fonctionne comme de la mémoire, la recherche, la demande, la réponse. Cet intervalle est de pensée. Et cette pensée est basée sur nos connaissances dans le passé, les connaissances et l'expérience que nous avons. C'est pourquoi la pensée est toujours limitée. Je ne dis pas que vous ne devriez pas penser, mais s'il vous plaît, ne sautez pas la conclusion inverse, qu'il est nécessaire de penser très intensément à découvrir les limitations de la pensée. Pensez simplement rationnellement, en bonne santé et logiquement, et dans sa compréhension dans son intégralité, la structure de la pensée atteint peut-être un état mental de perception et sans action. C'est un fait comme la pauvreté, la guerre, la haine et la violence, qui sont des faits et non des opinions. Les faits ne nécessitent pas d'opinion, de jugement et d'estimation. Ils nous obligent juste à les observer. Et en les observant, les opinions et les expériences n'ont aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est que nous les voyons clairement. Vous voyez, messieurs, il y a la question de la pauvreté, cette pauvreté hideuse, pernicieuse et dégradante, existant dans le monde et nous savons tous bien. À ce fait, nous rencontrons des opinions, des partis politiques, de la voix des communistes, des socialistes,
des membres du Congrès, et ils n'intéressent pas vraiment le problème de la pauvreté. Nous ne sommes intéressés que par la méthode de la résolution. Agissez à ce sujet en fonction de nos préjugés, des inclinations et des tendances politiques. Le problème de la pauvreté ne peut être résolu que sur une base mondiale. Nous ne pouvons pas résoudre-le comme hindous ou nationalistes. Ainsi, pour éliminer la pauvreté, nous ne pouvons être nationalistes ni appartenir à aucun parti. Parce que dans ce cas, nous ne sommes intéressés que par une certaine méthode pour résoudre le problème. Méthode à laquelle d'autres méthodes seront opposées, etc. Pendant ce temps, la pauvreté continuera d'exister. Ce qui est nécessaire, par conséquent, c'est que l'on réalise le fait non conformément à leurs préjugés, avec leur nationalité, avec leur religion, ou la façon dont il a été éduqué. Et quand vous regardez vraiment un fait, vous verrez que dans cette perception, il y a l'amour, pas une formule intellectuelle de la façon de résoudre le problème. Le temps est donc un fait dans nos vies. À un certain niveau, le temps est nécessaire. Sinon, nous pouvons perdre le bus et manquer le travail. Mais le temps devient destructeur, créateur du trouble. Lorsque nous servons de moyen de nous transformer, supposons par exemple que je sois l'habitude. Je crée l'idéal de la non-avidité comme moyen de me transformer. Le fait est que je suis avide, mais j'espère qu'au cours du temps, pendant plusieurs jours, plusieurs mois, je réaliserai cette transformation. Eh bien, que se passe-t-il dans l'intervalle entre ce qui est et ce qui devrait être? Dans cet intervalle, de nombreux éléments et de nombreux facteurs, et ces autres facteurs et éléments génèrent un trouble. Vous voyez, dans ce pays, prêche la non-violence depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses décennies. C'est un idéal formidable ceci, une chose irrationnelle. Aucun idéal n'a de sens. Ce qui a du sens, ce sont les faits. Le fait est que les êtres humains sont violents. Et pourquoi avons-nous besoin d'un idéal? Nous servons l'idéal de moyen, un levier pour faire dérailler la violence. Nous servons d'idée, un concept, une formule pour changer le fait. Nous servons de mythe pour effacer ce que c'est. Et ce ne sera jamais possible. Vous avez parlé de non-violence, mais en réalité, vous êtes violent. Et vous n'aurez que la possibilité de résoudre le problème de la violence si vous vous libérez des idéaux, ne le résoudra que, en effet, en fait. S'il est violent, si vous enquêtez sur ce fait avec tout votre être, les idéaux ne sont que des évasions, des faits, ce que c'est, ce que vous êtes. Ce n'est que lorsque nous voyons ce que nous sommes, pouvons-nous utiliser une transformation radicale nous-mêmes. La pensée n'est jamais libre. La pensée fait toujours des efforts, selon une certaine norme, un idéal, afin de faire des changements. Pour cette pensée, le temps est donc nécessaire comme moyen d'utiliser le changement. J'espère que c'est clair ce que je dis. Comme nous l'avons dit au début, nous ne sommes pas ici pour être d'accord ou en désaccord, mais pour enquêter. Nous pouvons entrer dans plus de particularités sur cette question, mais l'occasion n'est pas opportune de beaucoup approfondir. La pensée implique la volonté de changer. Cette détermination implique un effort. Je veux dire je suis cela, et je deviendrai ça. Et pour devenir cela, si cela nécessite un effort, c'est-à-dire la volonté, que nous savons seuls, la volonté est une résistance. Et, par la résistance, l'ajustement, la compulsion, nous espérons faire fonctionner une transformation en nous-mêmes. Pour cette raison, nous vivons pour faire des efforts et plus d'efforts. Au bureau, à la maison, dans les écoles. Toujours et toujours faire des efforts. Mais il y aura un autre mode de vie, qu'aucun effort n'est requis. C'est une question essentielle car l'effort implique toujours de la violence. Car l'effort n'existe que lorsqu'il y a une contradiction. Ne vous limitez pas à l'écoute des paroles de l'orateur. Écoutez-les, pour qu'ils révèlent votre esprit et votre cœur, pour que vous voyiez ce qui est vraiment en vous. Parce que la transformation psychologique est bien plus importante que le changement extérieur. Les changements extérieurs fondamentaux ne seront pas possibles s'il n'y a pas de transformation radicale, une véritable révolution dans la psyché. Des changements et des réformes externes sont nécessaires, mais sont toujours détruits par notre état intérieur de confusion,
de troubles et de violence. Ainsi, si nous souhaitons promouvoir l'ordre dans le monde, à l'extérieur, nous devons avoir l'ordre en nous. Et il n'y a aucune possibilité de créer cet ordre par la volonté ou la pensée. Être effort étant de réflexion. Et qu'allons-nous faire alors? Comprenez-vous le problème? J'y vais, parlez-en différemment. Il y a le conscient et l'inconscient, et tout le monde le sait. L'inconscient est le gaspillage du passé. La tradition, l'héritage racial, les innombrables expériences de l'homme, profondément cachées, et qui nous envoient parfois des messages à travers des rêves, etc. Et il y a l'esprit conscient. L'esprit qui fonctionne tous les jours, de l'homme qui doit aller à son travail, se battre, s'adapter, acquérir de nouvelles techniques et capacités. Entre le conscient et l'inconscient, il y a toujours un conflit. Bien sûr, plus la tension entre eux est grande, plus le conflit, la névrose dans cette tension, vous pouvez produire une bonne littérature, écrire de la poésie, composer de la musique. Mais tout cela est le produit de cette énorme contradiction en chacun de nous. Savez-vous ce que je comprends par contradiction? C'est-à-dire penser une chose et en faire une autre, avoir de merveilleuses idées pour que vous devenez ceci, et plus, et vivre contrairement à eux. Plus un individu est intellectuel, éloquent, théorique, politique, plus la contradiction est grande, car elle vit dans un monde de théorie et non de faits. La contradiction génère donc des conflits. N'est-ce pas vrai? Examinez, monsieur. Écoutez ce que vous dites. C'est votre propre vie. Je me fiche de ma vie. Nous nous intéressons à la vie de chacun de nous, combien chacun a à vivre en relation. Et les relations sont la vie. Et quand dans les relations il y a un conflit, il y a alors la destruction et le trouble. Et dans cette contradiction, dans ce conflit, l'amour n'est pas possible. Il ne fait que provoquer plus de peur, plus d'anxiété, plus de sensation de culpabilité. Ainsi, dans la vie de chacun de nous, il y a des contradictions, de diverses manières, quelques brevets, certains subtils. Et la contradiction, comme nous l'avons dit, est de penser une chose et d'en faire une autre. Et l'état des conflits est une indication d'effort et d'effort productif. L'homme qui n'est pas en conflit avec lui-même ou la société est essentiellement pacifique, parce que l'entité humaine a créé la société dans laquelle elle vit. Et la société est l'entité humaine. Les deux ne sont pas séparés. Et ceci, la contradiction dans notre vie, génère un trouble. Nous voyons donc tout cela. Effort, contradiction, imitation, ajustement standard, et cette pensée incessante. Pensée a si peu de signification. Telle est notre vie quotidienne, notre problème quotidien de l'anxiété, de la peur, de la cupidité et de l'envie. Par conséquent, comment l'esprit humain peut-il? Qui est le résultat du temps? Qui est le résultat de la violence? Comment cet esprit peut-il travailler en soi une mutation? Vous dira, quelle est la valeur de cette mutation dans une entité humaine par rapport à l'ensemble? Comment une entité humaine peut-elle produire en soi une transformation aussi radicale? Et comment cette transformation influencera-t-elle la société? Il s'agit d'une question inévitable. Et c'est l'une des questions stupides que vous pouvez poser. Parce que lorsque l'individu devient radicalement, cette transformation n'est pas effectuée à cause de la société, elle n'est pas faite parce que l'individu veut fournir de bons services, ou aspirer au ciel, à Dieu, ou quoi d'autre. L'individu se transforme parce que la transformation en lui-même est nécessaire. Lorsque nous aimons quelque chose en soi, il vient donc une clarté extraordinaire. Et cette clarté apportera le salut à l'homme et non à la fourniture de bons services et réformes.